Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Après cette soirée mouvementée, ça a été une vraie tragédie grecque. Avec cette arrivée en finale, avec ce carton rouge à Zinedine Zidane, il y a eu vraiment énormément de choses qui se sont passées dans le courant de ce match. C'est quand même assez extraordinaire, toutes les émotions contrastées que peut susciter ce genre de sport. Mais ce soir, nous allons parler d'une maison hantée très particulière puisqu'il s'agit du Petit Trianon à Versailles. Ce petit palais où a vécu la reine Marie-Antoinette, et ce palais a vécu et vit des heures étranges depuis qu'il a été construit au XVIIe siècle. Didier Oudinot, mon invité, est l'auteur de 2 livres passionnants aux éditions JMG. Le premier s'intitule « Les lieux de l'au-delà » et le livre qui sera notre base de l'émission de ce soir s'appelle « Le mystère du Trianon ». À la fin de l'émission, je vous le dis, nous ferons le point sur l'expérience de télépathie à laquelle vous avez été nombreux et nombreuses à participer. Restez donc avec nous pour découvrir les résultats intéressants. Vous pouvez intervenir, bien entendu, dans le courant de cette émission par l'intermédiaire des SMS qui ne sont pas surtaxés, je vous le dis. Pour les SMS, c'est simple. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous écrivez votre réaction, votre question, vous l'envoyez au 71 200. Revenons donc à notre invité, Didier Oudinot, qui s'est plongé dans l'étude du mystère du Trianon, suite à une histoire étrange quand même qu'a vécu un de ses proches. Là où j'ai pensé réaliser quelque chose de plus important, c'est quand il y a eu un phénomène de hantise qui s'est passé dans ma famille, donc quelqu'un qui a croisé une autostoppeuse fantôme sur la route. Ah bon? Et ça m'a donné l'idée de faire des recherches là-dessus, et puis de publier toutes les données que je possédais sur les lieux hantés. Oui. Est-ce qu'on peut revenir, avant de parler des mystères du Trianon, qui est l'objet de cette rencontre, cette personne de votre famille a rencontré cette autostoppeuse. Ce ne serait pas cette célèbre dame blanche dont on parle de temps en temps? Oh, c'est une de ces dames blanches, parce que des cas d'autostoppeuse fantôme, selon le même scénario, il en est recensé à peu près une 50aine en France. Ouais. Ce sont des dames qu'on voit sur le bas de la route le soir, parfois même en pleine journée, qui sont habillées de blanc, qui font du stop. Le scénario est toujours le même, on s'arrête pour les prendre, et puis au bout de quelques kilomètres, elles s'affolent à l'arrivée d'un virage et disparaissent de l'intérieur des véhicules. Oui, c'est ça, c'est le cas vraiment typique de ce genre de phénomène, oui. On peut résumer ça comme ça. Bon, il y a des variantes, il peut y avoir une odeur d'ozone au moment de la disparition. L'affolement de la chose en question peut être plus ou moins important à l'approche d'un virage donné. Ouais. Toujours est-il que souvent ça se produit près de virages qui sont des lieux typiques d'accidents, des lieux connus, où des jeunes femmes ont perdu la vie dans le passé. Et il est arrivé, c'est pas systématique, qu'elles soient reconnues comme le cas se produisant assez régulièrement, peut-être plusieurs fois par an pour certains de ces endroits. Les gendarmes ont l'habitude de recevoir des dépositions de gens affolés qui ont pris des autostoppeuses qui ont disparu de leur voiture soudainement, et les données correspondent effectivement à des personnes qui sont décédées dans des accidents tout près des virages en question. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Écoutez, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, puisque vous êtes intéressé dans le premier ouvrage que vous avez publié, Les lieux de l'au-delà, à ce type de phénomène. Mais on va revenir quand même à ce livre, donc Les mystères du Trianon. Alors, d'abord, si j'ose dire, plantons le décor. Qu'est-ce que le Trianon? C'est à Paris, c'est à Versailles. Décrivez-nous un petit peu ce lieu. Alors, vous avez le domaine de Versailles. On va commencer avec le domaine de Versailles. Il comprend le palais de Versailles en lui-même, palais des rois de France. Et puis il y a tout un tas de dépendances, de plaisances qui sont autour, dont le Grand Trianon, qui est célèbre parce que Napoléon y avait installé un petit peu toute sa famille, et le Petit Trianon, qui a appartenu successivement à Madame du Barry, puis à Marie-Antoinette quand Louis XVI est devenu roi. Ouais. Ce Petit Trianon, elle l'a fait aménager. Il était entouré d'un jardin botanique. Elle en a fait un jardin à la française. C'est un petit château style italien, Tivoli, cubique, où elle aimait à se retirer loin de la pression de Versailles. Et alors, autour de ce Trianon, elle a fait construire en plus un village miniature qui est le hameau de la Reine, qui jouxte le Trianon, et tout ça forme, dans le domaine de Versailles même, une sorte de propriété particulière dans laquelle Marie-Antoinette passait parfois
des mois entiers. Des mois entiers. Alors je peux qu'inciter les gens à aller visiter, j'en profite, à nouveau ces lieux, parce qu'on va en parler de ces lieux, mais le domaine de Marie-Antoinette à Versailles vient juste d'être restauré. C'est une restauration qui a duré assez longtemps. Ouais. Les travaux sont achevés et ça vaut vraiment le déplacement, y compris le hameau avec ses petites maisons de poupées. Alors le hameau, c'est une véritable réplique romantique d'un village en quelque sorte. C'est ça, où les gens vivaient en autarcie. C'était le but. Vous savez, à cette époque, on parlait beaucoup de gestion raisonnable des terres, de jachères, de choses et autres. Et les grands, pas seulement en France, mais aussi en Autriche, aimaient à donner le là dans le domaine, en créant eux-mêmes leur petite unité, leur petit village de rêve, c'est-à-dire l'endroit où on pourrait se suffire à soi-même et vivre à la Rousseau. C'était ça le hameau de la Reine. Dans son esprit, les gens vivaient de leur lait, de leurs chèvres, enfin, et tout est en miniature. Je veux dire, les fermes sont des fermes, on y élève des animaux, bien entendu, mais elles sont plus petites que des fermes ordinaires, ça forme un beau village. Oui. Et alors, c'est un lieu qu'a voulu vraiment Marie-Antoinette, qu'elle l'a fait construire pour elle, ce hameau. Qu'elle a fait construire pour elle sur 4-5 ans. Les dernières constructions, je crois que c'est la grande ferme, remonte à 1789. Donc vous voyez, elle était à la veille de la Révolution, encore complètement enferrée dans cette idée de village idéal. Mais elle y passait beaucoup de temps. Quand elle quittait Versailles pour plusieurs semaines. Elle est parfois restée jusqu'à 3 mois à vivre au domaine. Alors elle allait à Trianon, et puis quand elle voulait se retirer, bien elle allait au hameau où elle avait une maison qu'on voit encore, qui vient aussi d'être restaurée. Une charmante grotte. Et c'est dans cette grotte qu'elle a appris que les Parisiens en octobre 89 encerclaient le palais de Versailles. Donc vous voyez, l'intimité des lieux avec Marie-Antoinette est évidente. Et encore, quand l'intimité du hameau ne lui suffisait pas, elle avait un boudoir, c'est l'ultime refuge de Marie-Antoinette. Pour vous dire comme ces lieux sont imprégnés d'elle. Ah, complètement. Alors, décrivez-nous quand même, parce que ça c'est important, la personnalité de cette femme, de cette reine de France, Marie-Antoinette. Elle est tout en paradoxe parce qu'elle donne de très bons conseils de gestion à son peuple. Mais elle était dépensière, incroyable. Très dépensière, elle n'a pas le sens des réalités. Disons que toutes les années de son règne, ça n'a pas cessé d'être une énorme dégringolade. Une dégringolade dont elle n'a pas rendu compte. C'est-à-dire que peu à peu, le peuple a commencé à la honnir, et puis c'est devenu très très grave avec l'affaire du collier, où on l'accusait d'avoir trempé dans cette histoire de collier avec le cardinal de Rohan, un collier que le trésor de la France à l'époque ne pouvait pas payer. Ça donnait lieu à toute une affaire politique qui s'est retournée contre Marie-Antoinette, et franchement elle a rien vu venir, et en 89 c'était la femme à tuer en France. Oui, vraiment. Et pourtant c'était quelqu'un de pas foncièrement mauvais. Elle n'avait pas le sens des réalités, c'est-à-dire elle venait d'une famille autrichienne, sa mère était régnante, s'occupait beaucoup de ses affaires. Elle avait un sens aigu de ce qu'est un monarque, de ce qui est le gouvernant d'un pays, et elle n'a pas toléré d'ailleurs les avancées de la Révolution dès le départ, alors qu'il y avait des compromis peut-être plus habiles à faire qu'ils n'ont été faits. Elle a beaucoup joué double jeu tout au long de la Révolution pour contrer cette révolution naissante, et forcément ça s'est retourné contre elle de la manière que vous savez. La plus dramatique qui soit. Pas une femme qui avait, je peux dire qu'il avait la tête sur les épaules. C'est une très mauvaise plaisanterie, mais elle n'a pas vu l'évolution de son temps. Et alors, parlons maintenant avant d'aborder dans quelques minutes, après une première pause, la hantise du Trianon, dont on disait, vous l'avez relevé dans votre livre, dès le Directoire, que le Trianon a été tenté. Ça, on va y revenir. Mais parlons de l'exécution des derniers jours de la reine Marie-Antoinette. 1793, l'exécution de la reine de France a quand même été un moment très particulier. Au mois d'octobre, oui, c'était un moment très particulier. Vraiment... Si on lui a fichu un peu la paix après l'exécution de son mari, la Convention s'est aperçue qu'elle existait. Et dès lors, elle était condamnée à mort. Il fallait la tête de l'Autrichienne. Celle de Louis XVI ne suffisait pas. Mais elle a vu tout ça avec un certain dégagement. Dans un sens, il faut se mettre à la place de cette femme qui avait quand même beaucoup de sentiments pour son époux, qu'on avait coupé en deux. Beaucoup de sentiments pour ses enfants qu'on avait enfermés avec elle au temple. Elle voyait pas l'issue de cette affaire, ça allait de mal en pis. On l'a séparée de ses enfants.
quand elle a été à la conciergerie, elle était séparée depuis plusieurs mois du dauphin, du deuxième dauphin. Elle avait déjà perdu un premier dauphin, un premier enfant, puis une fille. C'était quelqu'un d'assez aigri lorsqu'est arrivée la Révolution. Et disons qu'elle a subi les événements en martyr. Ça se voit aux ultimes minutes, le passage de la charrette dans Paris. David l'a croquée pendant qu'elle était dans cette charrette qui la conduisait à l'échafaud. Elle a une mine hautaine, malgré qu'elle soit dans un fichu blanc. On voit que ces événements, elle est ailleurs. Et je suis persuadé qu'elle est au beau jour de Trianon, parce qu'elle aimait beaucoup cet endroit-là. Et elle avait comme ça un pouvoir, Marie-Antoinette, de déplacer ses pensées pour quitter le morbide, et c'est ce qu'elle a dû faire, et se trouver dans le bonheur, c'est ce qu'elle a dû faire aux derniers instants de sa vie. À mon avis, elle était à Trianon, dans sa tête. Elle l'a été tout le long de sa détention à la conciergerie, d'ailleurs. Il faut voir à la conciergerie ce qu'était la cellule de la reine, pour comprendre quel calvaire elle a passé là tout le temps de son incarcération. C'est une toute petite cellule microscopique dans laquelle entre déjà très peu de lumière, mais qui était fermée par des paravents métalliques au niveau des fenêtres. C'était sinistre. Et elle s'est peu à peu détachée de tout ça. Elle a vécu son procès avec beaucoup pas d'insouciance, mais de soumission. Sauf à partir du moment où on lui a reproché des crimes d'inceste avec son fils. Là, forcément, une mère ne pouvait que se soulever, mais c'est le seul moment où on l'a vu réagir. Et ensuite, l'exécution en elle-même, donc vous le disiez, en octobre 1793, on a du mal à imaginer ça de nos jours. Autant de monde assemblé autour d'un échafaud, autour de la guillotine, Marie-Antoinette attachée sur cette planche basculante, et ensuite le couperet qui tombe, et surtout l'assistant du bourreau qui montre la tête au peuple. Ça, c'est c'est très chaud. Et l'image la plus poignante peut-être dans cette exécution, c'est ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi. J'ai toujours beaucoup aimé cette image de la chute d'une reine. On a emmené son corps sur une brouette, la tête entre les jambes, avec sa robe blanche maculée de sang, pour aller l'enterrer dans un endroit à l'époque tenu secret. Heureusement que quelqu'un a vu par une fenêtre qu'on l'enterrait. C'était dans le cimetière de la Madeleine. Et c'est comme ça qu'on a réussi à retrouver sa dépouille après. On a pu récupérer les restes royaux au moment de la Restauration, parce que on l'enterrait à côté, pas très loin de Louis XVI. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas... Et là, les fossoyeurs ils l'ont laissé sur l'herbe. Il était 15h, c'est l'heure où on déjeunait à l'époque. On déjeunait à 15h. On faisait un copieux repas le matin, on déjeunait à 15h, on dînait, on soupait. On faisait 4 repas. Ils étaient partis déjeuner. Ils sont revenus à la lueur des flambeaux. Il faut s'imaginer cette reine restant là sur le gazon près de son trou creusé, ou en cours de lettres, la tête entre les jambes, la robe maculée de sang, dans la solitude la plus totale pour un frère décédé. Et puis ils sont revenus comme ça à la lueur des flambeaux après avoir bien mangé. Et la nuit commençait déjà à tomber. C'était la nuit tombée qu'on a refermé la tombe sur Marie-Antoinette. C'est vraiment une image dramatique et extraordinairement poignante, même si on n'est pas d'accord avec ses prises de position ou sa vie, en tous les cas. Didier Oudinot, une première pause, et on va se retrouver dans quelques minutes pour entrer de plus en plus en avant dans votre livre. On va parler tout à l'heure de une augure funeste. Vous avez même écrit que les Romains, s'ils avaient vécu ça, auraient dit ce mariage se finira mal de toute façon. On en parlera tout à l'heure. Et ensuite, on parlera de la hantise qui a commencé finalement assez rapidement au Trianon. À tout à l'heure. Dans Les Aventuriers de l'étrange, ce soir sur Sud Radio, nous ouvrons avec l'auteur Didier Oudinot un bien surprenant dossier, celui du Trianon dans le parc de Versailles à Paris, le petit Trianon avec le hameau qui a été le domaine, le lieu de Marie-Antoinette, et qui, dit-on, est un lieu hanté depuis fort longtemps. Didier Oudinot s'est penché sur ce lieu de hantise durant plusieurs longs mois pour aller relever des témoignages, découvrir ce qui s'était passé. Vous allez voir tout à l'heure, Didier Oudinot nous parlera de ce qu'a vécu 2 Anglaises à plusieurs reprises. C'est absolument fascinant. Mais revenons, Didier Oudinot, si vous le voulez bien,
sur la vie de Marie-Antoinette une dernière fois, avec ce qui s'est passé lors de son mariage. C'était le 30 mai 1790. Une augure funeste qui s'est passée. Il y a eu un drame qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes. Oui, dans ce mariage, tout avait d'ailleurs très mal commencé. C'est un mariage qui s'est fait d'abord par procuration. Ouais. Louis XVI ne se déplaçait pas en Autriche pour si peu. Donc, on a marié Marie-Antoinette avec un représentant de Louis XVI. Voilà. Ensuite, on l'a traînée jusqu'aux frontières. Il a fallu il y a tout un rituel. Il a fallu qu'elle change devait rien ramener d'Autriche. Elle devait arriver en France pour toucher de nouvelles robes, recevoir tout. On l'a même séparée de son petit chien. Enfin, ce voyage et ce passage de la frontière, c'était quelque chose d'assez particulier. Et tout le long du voyage en France, par Strasbourg, etc., il y a eu des petits signes comme ça, franchement, vous savez, les Romains tenaient beaucoup à ces signes du jour, 3 corbeaux qui passent dans le ciel. Bon, mais là, c'était encore plus clair, 3 corbeaux qui vont signifier que la journée va mal se passer. Dans le cas de Marie-Antoinette, c'était beaucoup plus clair. Et l'apothéose des signes curieux qui auraient fait qu'un Romain, dans ces cas-là, aurait rompu l'alliance, rompu le mariage. Ah, oui. C'est le jour même de la cérémonie à Paris, tout près de la place de la Concorde. Là où le roi et la reine vont être exécutés. Où les deux devaient être guillotinés, Louis XVI comme Marie-Antoinette, à quelques dizaines de mètres de là, il y avait un feu d'artifice, et comme ça arrive quelquefois, surtout à ces époques-là, un départ de feu d'artifice a créé un incendie où des dizaines de personnes ont trouvé la mort. Alors pour une cérémonie de mariage, évidemment, il y a mieux. Ça s'appelle vraiment un très mauvais augure. Ah oui, ça c'est la Shkumun qui commençait déjà. La Shkumun, et puis par la suite, dans ce mariage, tout n'a pas été heureux. Enfin, tous nos auditeurs connaissent l'histoire de ce Louis XVI qui avait un mal fou à procréer jusqu'à ce qu'on l'opère, qui n'était pas d'une vérité folle. Non. Un mariage qui a mal débuté comme ça, et puis la reine qui était jeune, qui dans le même temps voyait beaucoup de gens tourner autour d'elle et s'épanouissait un peu dans la folie, vous voyez, par dépit, et c'est comme ça qu'elle s'est séparée des masses populaires qu'elle ne croisait pas, dont elle n'imaginait même pas l'existence. Vous savez, quand on lui dit que les Parisiens manquent de pain, et qu'elle conseille qu'on leur donne de la brioche, je suis pas certain qu'elle faisait un mauvais mot, elle ne savait pas ce qui se passait dans les rues de Paris. Oui. C'était, il y avait un abîme entre ce que vivait Marie-Antoinette au quotidien et ce que vivait le peuple, qui était dans une misère noire. Surtout du fait du spectaculaire de Versailles, qui est une ville dans la ville, un endroit très renfermé, dont on ne voyait pas grand-chose de l'extérieur, et d'ailleurs tout à fait symbolique. Les premiers mouvements de la Révolution, à part la prise de la Bastille, quand les choses deviennent sérieuses, ça se traduit par une émeute qui est conduite vers Versailles pour ramener à Paris la famille royale, pour que le mitron, le boulanger, tout le monde soit là et puisse un peu voir la misère du peuple. Donc, premier phénomène de la Révolution, les extirpes de Versailles, c'est bien pour vous montrer que c'est comme si on leur arrachait un bandeau des yeux. Ouais. Alors, parlons maintenant de ce lieu qui va être le théâtre de notre dossier. Il est abandonné, ou presque, une fois que la Révolution est passée par là. Le Trianon a même été à un moment un endroit complètement désert. Ah oui, il y a eu beaucoup de casse à Versailles pendant la Révolution. Il a même été question pendant un moment de détruire complètement le palais. C'était devenu un lieu abandonné. Il y a eu la vente du mobilier. Après, c'était plus qu'une coquille vide. La vente aux enchères a duré des mois et des mois. Ouais. Tout a été racheté d'ailleurs principalement par des étrangers et surtout des Anglais. Cette coquille vide, on savait pas très bien quoi en faire. Les carreaux étaient cassés partout. C'est ouvert à tout vent. Un abri même quasiment pour son domicile fixe. Et Trianon a été sauvé parce que c'est devenu, sous la Révolution, sous le directoire, une guinguette. On y dansait. C'est vrai. Un lieu de bal. Exact. Ouais. Ça a été sauvé comme ça. Mais déjà, curieusement, il courait des traditions. On voyait de drôles de choses dans les jardins du Trianon. Ouais. Du petit Trianon. Il était déjà de tradition qui apparaissent régulièrement le fantôme de la reine elle-même. Et à l'époque, tout le monde avait en tête son allure, son visage, c'était quelque chose de très connu. Ouais. Elle a été, dès le départ, pour ses apparitions, reconnue comme revenant de temps en temps visiter son hameau. C'est très curieux. Vous voyez que ce phénomène de hantise n'est pas nouveau.
Complètement. Alors, abordons par ordre chronologique l'histoire de ces hantises. On pourrait commencer par cette Anglaise, Miss Jourdan, en 1900, qui a vécu de drôles de choses. Oh, mais vous savez, ça avait commencé... Et en 1870 aussi, avant, avec un enfant. 1901, 1907, 1908, ce sont peut-être les apparitions les plus fascinantes. Bon, mais il y a un témoignage. Bon, il y a de premières apparitions dès le directoire. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'on voit au directoire? On voit souvent Marie-Antoinette du côté de sa grotte, là où elle a appris qu'elle est... C'est une petite grotte, c'était un endroit de refuge où elle avait volontiers boudé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là qu'elle a appris que les Parisiens encerclaient Versailles. Ouais. C'est là qu'elle a quitté pour toujours Trianon, c'est depuis cette grotte. On a commencé à la voir par là. Et on la voit toujours par là, vous voyez, depuis le directoire. On l'a vu aussi, parfois derrière les fenêtres de la laiterie du hameau. Comme on l'a dit tout à l'heure, le hameau, c'est un petit village en miniature. Et il y a une laiterie où la reine faisait elle-même ses fromages dans une baratte en porcelaine marquée à ses chiffres. C'est un endroit qu'elle aimait beaucoup. J'ai pu le visiter parce qu'on pouvait pas visiter la laiterie il y a encore quelques années. J'ai pu m'en faire ouvrir les portes. Tout respire Marie-Antoinette, c'est assez fabuleux dans cet endroit. Et là, dès le directoire, on commençait à voir sa forme parfois derrière les fenêtres, on la reconnaissait, c'est fugace. Les gens passaient, revenaient, il n'y avait plus rien. C'était une apparition fugace. Et puis vers 1870, il y a eu le cas d'un enfant qui, en se promenant dans le domaine de Versailles, a vu passer une chasse à courre qui n'avait rien au niveau vestimentaire de ce que étaient les chasses à courre en 1870. Il raconte ça à ses parents, et les parents étaient fort étonnés qu'on ait pu voir une chasse à courre à Versailles, parce qu'on ne chassait plus en 1870 dans le domaine de Versailles. C'était une spécialité de l'Ancien Régime et c'était terminé depuis longtemps. Oui, tout à fait. Et ce garçon a vu des choses très précises quand même. Hein. Je veux dire, c'était, il a vu les personnages, leurs vêtements. Tout à fait. Celles des gens du comte d'Artois. Ça, un enfant de 10 ans peut pas inventer. Il a beaucoup insisté sur cette couleur verte qui revenait partout. Et on a reconnu là, effectivement, les livrées qui étaient portées par le frère du roi Louis XVI, futur Charles X, quand il chassait par là, d'ailleurs. Le vert était sa couleur favorite, et ça a failli être celle de la Révolution, mais on l'a pas prise justement parce que c'était la couleur emblématique du frère de Louis XVI. Oui, tout à fait. Et il parle également, vous le citez, de la présence d'une dame très charmante dans une belle robe. Lui n'a pas vu de dame. Alors là, ça a été vu par la suite. Lui, il a juste assisté à cette chasse à courre. D'accord. Cette chasse à courre. D'accord. La dame qui va être omniprésente dans les apparitions qui vont suivre commence à venir en 1900-1901, mais c'est exactement la même personne que celle qu'on voyait depuis le directoire battant ses fromages dans la laiterie ou près de la grotte. C'est exactement la même. Et c'est en 1901, avec le passage de 2 Anglaises on va en parler, à Versailles, ça, que les choses commencent, comme vous le disiez tout à l'heure, tout à fait sérieusement. Et alors, vous dites sérieusement, et le mot est tout à fait juste, puisque énormément de scientifiques, d'artistes de renom vont se pencher sur ce dossier quand même. C'est pour bien dire à ceux et celles qui nous écoutent que ça n'est pas que de la légende. Einstein lui-même, quand il avait eu connaissance de cette histoire, parce qu'elle est devenue célèbre après la rédaction des mémoires de ces 2 dames, a pensé que ça justifiait sa vision de l'espace-temps, qu'elles avaient trébuché dans l'espace-temps. Elles ont quand même trébuché quelques heures parce que les phénomènes auxquels elles ont assisté, elles sont quasiment rentrées dans un décor qui n'était pas celui de 1901 autour du Trianon, mais qui était le décor de Trianon dans les années 1770-74. On a du mal à dater. C'est très curieux. C'est comme si plusieurs couches de strates de temps s'étaient additionnées les unes sur les autres pour former un décor imaginaire, un décor de rêve, celui dans lequel elles sont tombées. Alors, une nouvelle pause, et là, Didier Oudinot, vous allez nous raconter par le menu ce qu'ont vécu ces 2 Anglaises, Miss Moberley et Miss Jourdain, qui est quelque chose d'absolument fascinant. Vous l'avez rappelé, Einstein a eu cette jolie phrase en disant « elles ont trébuché dans le temps ». Et ça, c'est vraiment très joli et ça explique bien ce qu'ont vécu plutôt
ces deux Anglaises et ce que va nous raconter Didier Audineau. À tout de suite. Didier Audineau, l'auteur de deux ouvrages passionnants si vous vous intéressez à tous les phénomènes de hantise que je vous recommande. Je vous rappelle d'ailleurs ces deux livres, Les lieux de l'au-delà et Les mystères du Trianon dont nous parlons là tout de suite. C'est aux éditions JMG. Deux bouquins vraiment passionnants. Nous parlons du Trianon, de la vie de Marie-Antoinette et de sa mort et de ce qu'elle a, disons, vécu après, puisqu'il y a quelques signes tout à fait intéressants de son passage bien longtemps après son décès. Didier Audineau, parlons de ces deux Anglaises. Alors, je crois que ça a commencé au mois d'août 1901, hein, c'est ça? Au mois d'août 1901, avec ces deux Anglaises qui visitaient Paris pendant les vacances scolaires et qui ont voulu voir, bien entendu, le domaine de Versailles. Normal. Domaine de Versailles dont ils connaissaient absolument pas l'histoire, puisqu'elles étaient munies d'un modeste guide qui était très en vogue à l'époque. J'ai plus le nom en tête, mais aucune des deux ne faisait une fixation particulière sur l'Ancien Régime en France et sur Marie-Antoinette en particulier. Et la visite du château, du palais en lui-même, on y reviendra, mais il y a aussi des histoires de hantise qui à Versailles même. Du palais. D'accord. Le palais visité, tout s'était passé tout à fait normalement, et c'est à pied, par le Grand Canal, qu'elles ont voulu aller visiter le domaine de Marie-Antoinette. Petit Trianon, et puis les alentours du hameau, les différents monuments qui sont construits là dans ce gigantesque parc. Et c'est aux abords du Trianon, en cherchant le Trianon, qu'elles ont commencé à avoir une impression étrange, c'est-à-dire comme si le décor, hein, il faut imaginer, on est dans un mois d'août moite, il fait relativement chaud, et puis elles sentent une certaine fatigue, une certaine langueur les gagner, et ces deux Anglaises, et peu à peu le paysage se fige autour d'elles comme si elles marchaient dans une tapisserie. Ouais. Ça peut arriver, vous savez, on a cette sensation quand l'air est orageux, que les couleurs s'estompent parce que le ciel est gris, on marche un peu dans du vert. Une atmosphère verte, c'est très joli, très poétique, c'est un peu ce qui leur est arrivé. Et puis là, elles ont continué à chercher le Trianon et sont tombées sur des jardiniers qui manifestement n'étaient pas du tout vêtus comme on l'était en 1901. C'est-à-dire qu'elles... tricorne, vêtements avec, vous savez, ces pantalons qui s'arrêtaient au genou. Il était clair. Bon, vous me direz, dans le monde paysan à cette époque-là, en 1901, il y avait pas vraiment de mode. Donc ça les a pas choqués. Et puis le tricorne pour des Anglaises, a priori... voilà, ça n'a pas choqué sur le coup parce que le tricorne, c'est encore quelque chose qu'on portait en 1901, qu'on porte encore dans certaines cérémonies. Enfin, les Anglais ont une tête qui porte facilement le tricorne. Hein. Voilà, on va résumer comme ça. Ça les a pas choqués sur le coup. Et puis en évoluant vers Trianon, ils ont commencé à rencontrer, alors là, franchement, des gens qui manifestement n'étaient pas de classe paysanne, mais vêtus à l'ancienne, comme si on avait tourné une scène de théâtre dans le palais le jardin de Trianon. Alors, un homme en roquelaure, alors c'est un vêtement, on a reconnu quand elles ont décrit cet homme passant avec son grand manteau, on a reconnu qu'il s'agissait d'une roquelaure. Une roquelaure, c'est un manteau qu'on portait en France vers 1770. Ah oui, à peu près. Ouais, d'accord. Tricorne, lui aussi. Chaussures, bas noirs et chaussures à boucles d'argent. Quelque chose qui n'était pas très courant. En 1901, non, pas beaucoup, non. Et puis, toute une série de personnages comme ça, avec des choses particulières dans cette espèce de décor, parce que c'est quand même une cinématographie, qui a duré une bonne heure, hein, toute cette affaire-là. C'est très long, effectivement. Croiser des personnages étranges, un bonhomme qui vient à elle, qui les guide vers le Trianon comme si elle s'était égarée. Enfin, elles n'ont pas vu d'où il était arrivé, n'ont pas vu d'où il était parti. Quand elles se sont retournées, on entendait encore le bruit de ses pas en arrière, puisqu'il avait fait marche arrière après leur avoir donné une indication en vieux français. C'est-à-dire on l'a reconnu comme étant en vieux français. Attendez. On entendait le bruit de ses pas, mais on le voyait plus le bonhomme. C'est vrai comme si vous aviez un voyage dans le temps, effectivement, où des fois le son manquerait ou l'image manquerait. Mauvais réglage. Juste une petite parenthèse là, parce que ce que vous venez de dire est quand même assez étonnant. C'est-à-dire qu'une personne est arrivée vers elle et leur a à elle adressé la parole. C'est-à-dire il s'est vraiment adressé à elle deux. Oui, c'est curieux. Tout dans Versailles ressemble, tout dans l'affaire des fantômes de
de Versailles ressemble à ça, à savoir qu'il y a vraiment deux mondes qui se côtoient, le monde du passé de Versailles et de l'Ancien Régime, puis des témoins qui semblent, qui voient pas passer devant eux des gens fantomatiques, qui voient passer des gens qui leur adressent même la parole et qui conversent avec eux. D'accord. Ok. Donc il y a une rencontre espace-temps. Alors, qui est le plus fantôme que l'autre, je ne sais pas, puisque vous avez deux personnes qui voyagent a priori dans des époques qui sont pas les leurs. Ouais. Et, le décor qui vient de l'Ancien Régime et qui se dirige vers 1901 ou de nos jours vers l'an 2000, et puis les gens de l'an 2000 qui se projettent dans le passé, c'est très curieux. Toujours est-il que tout ça se côtoie et que je pense que les gens qui ont vu les Anglaises ont dû être aussi, en admettant, vous voyez, il s'agit bien d'apparitions du passé, les témoins de 1770, 1774, 1780, qui ont dû croiser ces deux dames bizarrement vêtues, ont dû les trouver effroyablement laides. Ah oui. En noir, habillés en noir, c'est ce que c'est le strict du costume anglais dans les années 1900, vous voyez pas dépasser un mollet. Ah oui, non, les époques victoriennes n'étaient pas réputées pour leur olé olé. Non, ça on est d'accord. Mais alors, dites-moi, est-ce qu'elles ont fait d'autres rencontres? Parce que vous venez de nous dire que ces deux Anglaises, donc Miss Moberley et Miss Jourdain, dont on ne peut pas mettre la foi en doute, parce que c'était deux dames extrêmement sérieuses, voire très strictes, voire austères. Est-ce qu'elles ont fait d'autres rencontres de personnages plus importants peut-être? Plusieurs personnages, dont certains elles ont parfaitement décrit des personnages qui ont été reconnus comme faisant partie de l'entourage de Marie-Antoinette dans les années qui ont précédé la Révolution, et surtout quand elles sont arrivées devant le Trianon, en trouvant le Trianon, eh bien au pied du Trianon, du côté des escaliers, assise, il y avait une jeune femme vêtue d'un châle vert, si ma mémoire est bonne, qui était en train de dessiner. Et cette jeune femme, par la suite, telle qu'elles l'ont décrite, c'était très ressemblant, ça ne pouvait être que Marie-Antoinette. Elles se sont approchées d'elle, et il y a eu pas un échange de mots, mais un échange de regards, qui témoigne encore du fait qu'elles pénétraient dans un monde qui n'était pas le leur. C'est pas une hantise tout à fait traditionnelle, celle de Versailles. C'est particulier. Les gens se côtoient réellement. Et puis ensuite, elles sont montées jusqu'au Trianon, et là, elles ont une impression bizarre. Vous savez, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, par moments c'est le son qui manque, c'est une cinéphilie qui est incomplète. Par moments c'est le son qui manque, par moments ce sont les images qui manquent dans ce voyage dans le temps. Et elles sentaient des frôlements de robes autour du Trianon, elles entendaient des chuchotements comme si des gens étaient autour d'eux, invisibles. Mais surtout, ce qui les a frappés, c'est cette vision de cette femme dessinant, et c'est tout ce qui a déterminé la naissance, disons, officielle, puisque je vous ai dit tout à l'heure que dès le directoire, on avait commencé à voir une étrange dame se promener dans le parc, mais la naissance officielle de la tradition relative à la hantise du domaine de Versailles par Marie-Antoinette. Mais comment cette première aventure s'est terminée? Parce que je suppose que au fur et à mesure, ces dames ont dû commencer à se poser des questions. Et comment est-ce qu'elles en sont, entre guillemets, sorties? C'est très curieux parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça leur paraissait bien bizarre. Mais enfin, on est à Versailles dans un domaine touristique, qu'il y ait des reconstitutions, des choses étranges qui se passent, c'est encore admissible. C'est vrai. Sur le coup, ça les a pas étonnées. C'est après, quand elles ont échangé des considérations sur ce qu'elles avaient vu dans le parc, qu'elles se sont aperçues qu'elles avaient vu la même chose, qu'il y avait des choses qui étaient anormales, que parfois elles n'avaient pas vu la même chose. Et qu'elles ont décidé d'un commun accord de raconter chacune de son côté, de coucher sur le papier la narration de leur visite des alentours du Trianon. Intelligent comme réaction, ça, qu'elles ont décidé chacune d'écrire de leur côté sans se concerter. Sans se concerter, et de manière à ce que ce qui avait été vu reste sans que ce soit enjolivé par des faux souvenirs. On peut mentir sans être menteur, c'est-à-dire que se remémorer des phénomènes en les modifiant un peu. Donc elles ont couché dès le départ sur le papier tous leurs témoignages, et c'est ce qui leur a permis plus tard, quand même dizaines d'années plus tard, de faire un livre sur ce qu'elles avaient vécu dans le domaine de Versailles. Et elles sont revenues par la suite, parce que tout ça les avait fort intriguées. Elles sont revenues ensemble en 1902, 1904, 1908, je crois. Oui, vous l'avez déjà 1904. Après, l'une des deux est revenue toute seule en 1908. Et à chaque fois, il leur est arrivé, comme si elles étaient un petit peu prédestinées,
il leur est arrivé de voir des choses effectivement qui étaient normales dans le décor, mais d'une façon moins flagrante que la première fois en 1901. C'est vrai, c'est vrai. Une pause et ensuite on va essayer de comprendre, parce que quand même ça soulève pas mal de questions, ce qu'ont vécu Miss Moberley et Miss Jourdain. Donc c'était au mois d'août 1901 en visitant le Trianon. Elles l'ont visité comme peu de gens l'ont visité. Didier Audineau, à tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir vous emmènent dans un dossier de hantise absolument fascinant avec Didier Audineau qui lui a consacré un livre à ce dossier. Ce livre s'intitule Les mystères du Trianon avec comme sous-titre Voyage vers l'au-delà. C'est vraiment ce qu'a vécu ces deux dames anglaises dont Didier Audineau nous parlait tout à l'heure, Miss Moberley et Miss Jourdain. Donc ça s'est passé au mois d'août 1901 lors de la visite du Trianon. Elles auraient croisé Marie-Antoinette elle-même en train de dessiner, comme elle le faisait très souvent, comme ça, devant le petit Trianon. Didier Audineau, lorsque vous avez enquêté, vous êtes allé au Trianon, vous en avez parlé évidemment autour de vous, aux responsables du petit Trianon, aux gens qui y travaillent. Est-ce que ça les étonne ? Non, pas du tout. Alors vous voyez, justement pour cette enquête, j'ai voulu faire les choses dans l'ordre. Je connaissais déjà, j'y allais beaucoup étant jeune, c'était un endroit très agréable, les jardins du Trianon, du petit Trianon en particulier. Ouais. Mais je me suis dit, autant faire les choses bien, tu connais, c'est parfait, tu vas écrire au conservateur du domaine de Versailles dans son ensemble, peut-être que tu auras des renseignements plus importants. Puis dans un sens, c'est gênant aussi d'écrire un livre sur un monument historique si on ne rencontre pas ceux qui sont chargés de sa gestion. Ça fait un petit peu coup fourré. Donc j'avais écrit au directeur des domaines de Versailles sur cette affaire, sur ces affaires de hantise, et curieusement, lui, ça l'étonnait pas du tout. Il m'a fait un courrier en m'expliquant que des hantises comme ça, il n'y a pas comme 1901 qui s'en étaient produits, des apparitions en particulier de Marie-Antoinette ou de personnages bizarres de l'Ancien Régime n'ayant rien à faire dans le décor moderne du Trianon. Ouais, ouais. Et il m'a dit, on a même des jardiniers ou des guides qui ont déjà vu de ces choses-là et je vous autorise à prendre contact avec eux. D'accord. Ce que j'ai fait. Donc je me suis rendu au domaine de Versailles où j'ai pu rencontrer des jardiniers qui effectivement eux-mêmes ont croisé parfois d'étranges personnages. Donc à notre époque, vous voyez, moi j'ai écrit ce bouquin il y a à peine quelques années, mais mes enquêtes, puis je vais encore m'y promener régulièrement, ce sont les mêmes jardiniers, soit qui ont vu eux-mêmes des choses étranges, soit qui ont reçu des témoignages de visiteurs qui les questionnaient sur le fait de savoir si on tournait un film à Versailles qui aurait pu justifier qu'il y ait des gens qui se baladent comme ça en costume d'un autre temps. Ouais. Avec toujours comme vedette principale dans ces apparitions cette étrange femme qu'on voit souvent dessinée vers le petit Trianon ou vers le grand Trianon, ou tout simplement errer dans le parc près de sa grotte. Donc j'ai été branché sur tous ces gens-là et en particulier sur une guide du petit Trianon qui était au courant d'absolument toutes les affaires dans la mesure où elle était en poste depuis pas mal d'années et où elle avait elle-même recueilli des témoignages de différents visiteurs qui avaient vu les mêmes choses. Elle était intimement persuadée qu'effectivement il se passait et il se passe encore de nos jours des choses très très étranges dans les jardins. Alors elle m'a raconté des choses fabuleuses, m'a dit attendez parce que ce qu'on lit dans les bouquins, ce qu'on lit dans les journaux, c'est pas tout. Il se passe des choses assez étranges. Il y a d'autres choses. Trianon, vous voyez, c'est un château dans lequel il y a une cour d'honneur en pavé. Ouais, ouais. Il m'a dit, il arrive parfois, matin, l'après-midi, le soir, qu'on entende un carrosse, un bruit de carrosse, de roues ferrées de carrosse, rentrer dans cette cour d'honneur sur les pavés, bruit typique avec les sabots des chevaux, mais avec une porte de la cour d'honneur fermée et la cour vide. C'est-à-dire comme si le phénomène des hantises se reproduisait comme en 1901 ou comme il s'est produit dans des tas de cas. Et vous voyez quelque chose qui fonctionne pas cette fois-ci, l'image qui n'apparaît pas, juste le son. Oui, d'accord. Et puis il y a le soir des formes fluorescentes, phosphorescentes, qu'on pourrait dire être des fantômes qui se promènent dans le petit Trianon, dans le jardin qui se trouve, le jardin de la Française qui se trouve derrière le petit Trianon. Et tout ça, elle l'avait vu, elle avait connu d'autres guides qui l'avaient vu. Enfin, il se passe vraiment des choses pour tous ces gens qui y vivent 8 à 10 heures par jour.
des choses qui sont inexplicables et qui sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit, parce que finalement, vous voyez, tous les témoignages qu'on a sur les hantises de Trianon sont des témoignages de gens qui sont passés, qui ont eu la chance de passer peut-être au bon moment où un phénomène particulier se produisait, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Donc ça ne ratisse pas très large, mais quand on est toute la journée dans ce décor, eh bien, sur une année, on assiste à 4, 5, 6 phénomènes de ce type-là. Ce qui est énorme quand même, hein? C'est énorme, c'est surtout la constance des phénomènes. Je veux dire, Alors, est-ce qu'il y a eu une suggestion de la part des Anglaises, une suggestion générale, collective, à partir du moment où elles ont publié leur histoire, avec la vision de Marie-Antoinette, est-ce que ça aurait joué? Non, parce que ce sont souvent les témoins de ces scènes où revient toujours omniprésente cette femme qui dessine, ces types en costume d'Ancien Régime qui se promènent nonchalamment en vous faisant un petit signe de la main ou en levant le chapeau quand ils passent à côté de vous. Ils sont là tout le temps présents dans ces affaires-là et souvent sont vus par des gens qui visitent Trianon pour tout à fait autre chose que la renommée qu'ont pu faire autour ces deux Anglaises qui restent quand même relativement modestes. Oui. D'ailleurs, vous citez le cas de toute une famille, les Crooks, qui se sont baladées et qui ont vu elles aussi à côté du Grand Trianon justement cette étonnante, mystérieuse dessinatrice. Ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent, j'allais dire. Oui, et les Crooks étaient anglais, mais comme les deux Anglaises de 1901, les deux visiteuses de 1901. Bon, faut pas faire une fixation sur le fait que beaucoup de ces témoins sont anglais. Allez, même encore de nos jours à Trianon, vous verrez que c'est un endroit où il y a énormément de touristes anglais. Oui. Donc il est logique que dans la fréquence des témoignages, vous retrouviez assez systématiquement des Anglais. Les Crooks étaient de la région de Versailles même. Effectivement, il leur est arrivé 2 fois de tomber dans une scénographie sensiblement identique à celle qu'avaient vécu les deux Anglaises en 1901, avec des personnages en costume étrange, des musiques qui semblent venir de loin, comme si on jouait dans le parc mais que les musiciens étaient invisibles. Et puis, omniprésente cette femme, les Crooks, qui dessine. Souvent, on la voit dessiner. Marie-Antoinette, c'était une de ses occupations préférées que de dessiner au pastel, au fusain, à la mine, autour de Trianon. Les journées étaient longues. Et les Crooks, eux, l'ont vue vers le Grand Trianon, qui n'est séparé que de quelques dizaines de mètres du Petit Trianon. Où elle allait tout aussi volontiers qu'au Grand Trianon. C'est un endroit très très agréable avec ses colonnades et il est logique de penser que c'était un moment où elle allait effectivement dessiner. Ils l'ont revu dessiner là plusieurs fois. Alors, un cas sur lequel j'aimerais que l'on s'arrête, parce que vous l'avez signalé dans votre livre, il est très intéressant, c'est le cas de cette jeune femme entrevue par un certain Robert Philippe en 1939. C'est un cas tout à fait particulier, vous allez nous l'expliquer pourquoi, mais qui a été découvert parce qu'il y a eu en 68 une émission de télé consacrée justement à ces deux Anglaises, Miss Moberley et Miss Jourdain, avec donc des gravures qui ont été montrées, etc. Et à ce moment-là, le producteur de l'émission reçoit un courrier de ce monsieur Robert Philippe qui a vécu en 1939, donc là c'est encore beaucoup plus proche de nous, quelque chose d'absolument fascinant. Oui, voilà, il faut savoir que ce film, je crois que c'est un film qui avait été tourné sur cette affaire en 1968, l'a un petit peu révélé au public, c'est-à-dire que même le livre de Miss Moberley avait été publié en Angleterre, il l'avait jamais été en France, donc si vous voulez, il n'y a pas de phénomène non plus de suggestion. Chez nous particulièrement, il s'appelait Une Adventure, d'ailleurs, une aventure. Il n'a été traduit en français que dans ces années 68, justement, après que l'affaire a été connue par différents films. Et ça a fait se souvenir des gens qu'ils avaient vu eux-mêmes des choses particulières dans le parc du Trianon. D'un seul coup, ils se sont dit, et si ce qui m'est arrivé était exactement la même chose, et ça a été le cas de ce monsieur... Robert Philippe. Ça se passe en 1939. C'est quelqu'un qui est devenu relativement célèbre par la suite. C'était de mémoire un artiste assez connu. Il s'est souvenu avoir fait une drôle de rencontre. Il était avec ses parents dans les jardins du Petit Trianon, juste derrière le Trianon, les jardins à la française. Bon, il a voulu uriner contre un arbre, c'est un petit peu éloigné. Et il terminait à peine que il voit d'un seul coup à côté de lui une jeune femme qui n'était pas là quelques secondes auparavant,
il est gêné, on est en 1939, il y a un peu de pudeur, il fait mine d'allumer une cigarette pour se donner une certaine contenance, et il entame une conversation avec cette dame qui n'est pas vêtue du tout à la mode des années 39. Oui. Elle est vêtue à l'ancienne. Oui, dit-il, un peu bizarrement, quoi, voilà. Bizarrement. Ouais. Bon, faut dire que sur le coup, le plus gêné, c'était lui, parce que pris à uriner contre un mur avec une dame à côté... c'est pas très classe, quand même. Oui, bizarrement, c'était des choses qui n'auraient choqué personne, justement, sous l'Ancien Régime, parce qu'on était assez cru dans les mœurs. Et puis, il n'y avait pas de toilette à Versailles, donc... pour ça que cette dame, en admettant qu'elle vienne de l'Ancien Régime, a volontiers... On a eu une petite discussion avec lui, deux êtres qui devisent, et puis ils parlent ils ont parlé ensemble quelques secondes du parc, un parc magnifique, et puis... Robert Philippe, je crois, veut rallumer ou a fait tomber sa cigarette, se penche pour la récupérer, il lève la tête, et là, plus personne, évidemment. Plus personne. La jeune femme avec laquelle il conversait a disparu. Ouais. A disparu, et les propos étaient assez amusants parce que c'est comme si le fantôme, en admettant que ce soit celui de Marie-Antoinette, ait eu conscience de son état de fantôme. C'est-à-dire que Robert Philippe lui a demandé si elle était de la région, elle lui a dit « J'habite à Trianon ». La jeune femme lui a dit « J'habite à Trianon ». C'était étonnant parce que personne n'habite à Trianon, c'est un lieu touristique. Ouais. Et il dit « Trianon est fermé ». À l'époque, le château ne se visitait pas. Ouais. Et elle lui dit « Mais pas pour moi ». Pas pour moi. Et c'est après cette phrase, quand il a voulu rallumer sa cigarette qui s'éteignait, qu'en relevant la tête, il s'était perçu que il finissait sa conversation tout seul. Le fantôme la personne avait disparu. Et ses parents, qui étaient pas très loin, lui ont dit « Mais c'est curieux, tu parlais tout seul tout à l'heure ». Oui. C'est-à-dire que lui était le seul à avoir vu cette femme à ses côtés. Ouais. Il s'en est souvenu, et puis il a jamais fait le rapprochement avec un quelconque cas de hantise particulier à Versailles, bien qu'il ait toujours été certain qu'il avait vu quelque chose de particulier qui pourrait très bien se rapprocher effectivement des phénomènes de hantise. Et là où l'idée a collé, c'est quand en 68 il y a eu cette émission sur ce phénomène qu'il a un petit peu fait découvrir par toute la France. Et il a dit mais je l'ai vue cette femme. Je l'ai vue cette dame. Je l'ai vue, donc elle n'apparaissait pas seulement au directoire, elle n'est pas apparue seulement dans les années 1900, 1870, elle apparaissait encore en 1939 et comme je vous l'ai dit, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, elle apparaît encore plusieurs fois par an à notre époque. Oui, justement. Alors, on va faire une pause, là, Didier Oudinot, et on va conclure sur ce dossier et parler peut-être d'autres cas de hantise sur lesquels vous vous êtes penché, mais là qui se font partie de votre livre précédent qui s'intitule Les lieux de l'au-delà. On va terminer dans quelques instants après cette pause, donc, avec quelques conseils que vous allez nous donner à ceux et celles qui nous écoutent cet été. Si on a l'occasion de monter à Paris, d'abord aller visiter Versailles parce que ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment très beau. Puis c'est un haut lieu de l'histoire de France, le grand et le petit Trianon. Et peut-être avec vos conseils aurons-nous le plaisir, enfin je sais pas si c'est un plaisir, de vivre quelque chose de particulier. À tout de suite, Didier Oudinot. Didier Oudinot, l'auteur de 2 livres, entre autres, parce qu'il a écrit plusieurs livres sur des trésors enfouis, mais là, ce sera notre invité pour une autre émission où on consacrera l'émission à ces trésors qui peuvent nous faire rêver et qui sont l'objet de fantasmes divers et variés. Didier Oudinot, là, dans la collection Témoins d'au-delà, a écrit 2 livres passionnants, Les mystères du Trianon. On en parle depuis un peu plus d'1 heure maintenant avec lui, c'est aux éditions JMG, et puis un autre livre, Les lieux de l'au-delà, toujours chez JMG Éditions. Si vous aimez les phénomènes de hantise, si vous vous y intéressez, ce sont 2 livres tout à fait incontournables. Didier Oudinot, comme je l'avais dit tout à l'heure avant de faire une petite pause, quelques conseils lorsque l'on va aller, je l'espère, visiter Versailles, à Paris, quand on va monter à la capitale, découvrir le grand ou le petit Trianon, ou le hameau. Quelques conseils pour peut-être, croiser quelqu'un d'étrange. Oh, quelques conseils qui vont être pas... Alors c'est pas automatique, vous savez, moi je me suis rendu plusieurs fois dans les jardins du Trianon, c'est un endroit que j'adore, surtout vous allez le matin en été, il fait très frais parce que la verdure entretient une certaine fraîcheur, vous y allez en pellicule, c'est un véritable paradis, mais j'ai jamais rien vu. Bon. J'ai jamais rien vu de particulier, mis à part que j'ai, comme beaucoup de témoins, parfois en approchant le petit Trianon le matin avant que les visiteurs soient là, ressenti une étrange impression de langueur, de mélancolie, pratiquement de dépression. C'est très curieux parce que ça m'arrive pas en d'autres lieux, ça m'est pas toujours arrivé systématiquement au Trianon, mais
Ça m'arrivait quand j'approchais le petit Trianon avant ça m'est arrivé quand j'ai approché le petit Trianon avant son ouverture. Et c'est un sentiment un petit peu dérangé, comme si vous dérangez un monde qui appartient à la nuit, vous voyez. Comme si le Trianon la nuit appartenait à autre chose qu'au monde des vivants. Bon, le principal conseil, moi j'ai rien vu, donc à part cette curieuse impression, mais il y a quand même une constante dans tous les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est que très très souvent les apparitions se déroulent en été, par les périodes de forte chaleur et principalement par les temps orageux, un peu comme ceux qu'on a connus là au début du mois de juillet. Là, c'est souvent au mois d'août parce que les orages sont encore plus fréquents, mais ça arrive souvent au mois d'août et par ces temps orageux. Alors, s'agit-il d'une concomitance entre phénomènes électriques entre eux qui pourraient agir sur ce fameux espace-temps dont parlait Einstein et nous faire basculer? C'est possible, mais il faut qu'il y ait de l'électricité dans l'air, effectivement. Et donc, s'y rendre à cette époque-là, pas nécessairement en hiver, j'ai pas rencontré beaucoup de témoignages relatifs à des apparitions ayant pu avoir lieu en hiver, peut-être parce que, justement, sous l'Ancien Régime, les jardins de Trianon n'étaient pas fréquentés en hiver, et que si des scènes ont juste gravé là-bas du passé, ce sont forcément des scènes estivales. Ben ensuite, le mieux qu'on ait à faire, c'est de reprendre un peu l'itinéraire, l'un des 3 itinéraires qu'ont suivi les Anglaises, c'est-à-dire de rejoindre déjà pour la beauté du paysage, de rejoindre le Trianon et le hameau de la Reine depuis le palais à pied tranquillement en longeant le Grand Canal, puis en tournant à main droite et là en s'efforçant de revoir précisément les lieux visités par les 2 Anglaises. Peut-être aurez-vous la chance de tomber sur une de ces étranges apparitions, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois et j'insiste, elles sont relativement fréquentes et encore à notre époque, sans véritable usure. Et oui, vous l'avez dit, ceux qui y travaillent vivent, je ne dirais pas fréquemment, mais quand même relativement souvent, ce genre de phénomène, de rencontres ou de sons, comme vous le disiez tout à l'heure, ça c'est fascinant, dans la cour du Petit Trianon, alors que la porte est fermée, dans la cour d'honneur du Petit Trianon, entendre un carrosse arriver comme ça, avec le bruit des pas sur les pavés, des chevaux, enfin c'est étonnant, ça c'est vraiment surprenant. Et il faut pas perdre de vue que les principales apparitions se font pas tellement, à part la laiterie dans le hameau. Bon, la laiterie, on a dit tout à l'heure que c'est un des monuments du hameau qui est réputé avoir toujours été hanté par Marie-Antoinette, qu'on a vu souvent battre de faire ses fromages là-bas. Mais c'est surtout les alentours du Petit Trianon qui sont l'objet de ces incessantes visites du passé. Et en particulier les jardins qui se trouvent derrière, de l'autre côté de la fameuse cour d'honneur. Et puis toute la petite route, le petit chemin, les alentours du petit chemin qui mène effectivement jusqu'au hameau, avec peut-être un endroit où Marie-Antoinette a plus souvent été vue qu'ailleurs, peut-être même plus qu'à la laiterie. C'est vers sa fameuse grotte, qui était encore en cours de restauration il y a quelques années, mais qui est maintenant ouverte au public. On peut aller voir. C'est un endroit très charmant où des gens croisent encore une dame vêtue à l'ancienne qui ressemble tout à fait à Marie-Antoinette, parce que maintenant, c'est quelqu'un de très facile à reconnaître. Ces portraits, on les trouve dans tous nos livres d'histoire. Elle a un port de tête qui est difficile à ne pas mémoriser. Et les gens qui ont croisé là-bas une apparition de femme près de la grotte ont souvent reconnu systématiquement, même pratiquement, Marie-Antoinette elle-même. Didier Oudinot, tout à l'heure, juste avant de refermer ce dossier, vous nous aviez dit que il y avait également des cas d'apparition, mais à Versailles, dans le palais lui-même. Oui, c'est arrivé moins fréquemment que des choses étranges soient vues dans le palais qu'aux alentours du Trianon, mais c'est arrivé. C'est arrivé en particulier, ça arrive souvent, mais vous savez, on se demande, ça doit pas étonner grand monde, parce que le château de Versailles, le palais de Versailles, pourrait très bien avoir des guides costumés ou remettre de temps en temps des gardes comme on en avait au porte à l'ancienne, pourquoi pas. Donc ça, c'est moins choquant, mais il y a le cas particulier d'un enfant, ça doit se dérouler de mémoire dans les années 70, qui a décrit à ses parents toute une scène qu'il avait vue dans une des pièces avant la fermeture du château, où il voyait des hommes qui étaient enivrés à l'ancienne. Les parents, eux, n'avaient rien vu. Lui, le gosse était étonné qu'il y ait eu comme ça des gens costumés dans le palais. Bon, puis ce témoignage n'est pas unique, mais il y a pire que ça. C'est un conservateur en chef des monuments du palais lui-même, donc un architecte,
Ah oui, puis pas n'importe qui. Donc, pas n'importe qui a témoigné que lui-même, dans sa carrière, 2 fois, alors avait vu des choses inexplicables. Je cite ses propos à peu près. On ne peut comprendre que lorsqu'on a une connaissance parfaite de ce qu'était le château dans le passé. Donc lui, c'était le cas. Il savait où s'ouvraient des portes qui n'existent plus. Exact. Et on peut supposer qu'il a vu des choses comme ça, parce qu'il s'étend pas sur le sujet. Il nous dit pas ce qu'il a vu exactement, mais d'après ce qu'il dit, ça laisse entendre qu'il a vu effectivement des ouvertures de portes, des choses comme ça, qui avaient disparu depuis 2-3 siècles, et qui, à un moment de son passage dans le château, de façon fugace, se sont révélés à lui comme si, il y avait une projection du passé dans le temps. Une espèce de glissement comme ça, tac, qui passe, Et des choses semblables sont arrivées un horloger qui travaillait au château, qui était chargé de réparer, restaurer et entretenir, et surtout remonter toutes les horloges du palais. Il y en a près de 300. D'accord. Ah oui, il fait ça régulièrement, le soir, après les visites, avec un itinéraire qui est toujours le même, des gants blancs, c'est assez spectaculaire, paraît-il. C'est étonnant, à voir, des gants blancs pour pas salir les horloges. Et plusieurs fois, en se promenant dans le palais désert, il lui est arrivé lui aussi de voir des scènes qui n'appartenaient pas à notre époque. D'accord. Et ça, c'est un témoignage que je tenais de lui-même, j'y ai relevé, vous voyez, bien avant de commencer à m'occuper de cette affaire-là, mais ça m'avait beaucoup étonné. Ce monsieur était albinos, alors avait-il des capacités particulières que posséderaient les albinos dans les choses du passé? Mais non, finalement, vous voyez, c'est pas le seul. Il semblerait que Versailles déserté du public est un drôle d'endroit, d'ailleurs. Il y a eu des émissions sur le Versailles abandonné de la nuit qui sont passées. C'est très particulier, vous avez l'impression que Versailles n'appartient plus à notre époque. Et puis, c'est un lieu qui est tellement chargé d'histoire et d'émotions, de drames, de bonheur que, effectivement, c'est particulier comme lieu. Il est possible que, c'est un petit peu quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs de façon générale dans toutes les affaires de hantise, ou certaines affaires de hantise, qu'il s'agisse de hantises qui ne sont pas des apparitions de fantômes qui vont vous faire peur avec leurs bras blancs, mais plutôt de comme si vous voulez, les monuments avaient gardé en incrustation comme un disque 33 tours quelque chose qui est invisible mais qui est là et qui est restitué de temps en temps. Et qui joue Regardez de temps un CD, en temps. Il n'y a pas de musique apparente dedans, et puis manipulez-le d'une certaine manière, il va vous restituer des choses assez extraordinaires. Voilà. C'est un peu ça, comme si les lieux avaient enregistré des événements particuliers, en des circonstances particulières, et continuaient à les restituer comme un transistor une diode qui se déchargerait régulièrement. C'est vrai. Ça me fait penser à une tradition dans une peuplade en Afrique noire. Quand dans la tribu, une famille va habiter une case qui a été habitée par une autre famille qui est partie ou qui est décédée pour des raisons X ou Y, le sorcier vient et il fait un rituel à l'intérieur de cette case, et puis surtout avec des grands bouts de bois, un dans chaque main, il tape sur tous les murs pour effacer la mémoire des murs, disent-ils, et les rendre à nouveau vierges pour ceux qui vont venir y habiter. Ça ressemblerait un peu à ça? C'est ça, et puis votre image, je connaissais pas du tout ce fait, est très poétique parce que ça décrit bien ce qui peut se passer dans une maison avec cette qualité de possibilité d'enregistrement qui expliquerait beaucoup de phénomènes de hantise à mon sens. Oui, c'est vrai. Didier Oudinot, une dernière pause et on va parler de votre autre livre, Les lieux de l'au-delà, toujours aux éditions JMG. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec un dossier de hantise. Ce soir, nous nous sommes promenés au Petit et au Grand Trianon. Nous sommes allés nous balader avec Didier Oudinot, notre invité, dans la grotte de Marie-Antoinette, dans ce hameau qu'elle avait fait construire pour elle avec cette ferme en miniature. Enfin, ce lieu magnifique que je vous recommande, Versailles, son parc. Ce sera déjà l'objet d'une très très belle balade, même si vous n'y voyez ou n'y croisiez aucun personnage particulier. Déjà, le lieu vaut le coup pour sa représentation dans l'histoire de France d'être visité. Didier Oudinot, vous avez écrit un livre avant celui-là, avant Les Mystères du Trianon, qui s'intitule Les lieux de l'au-delà. C'était précédent, hein? Tout à fait, juste avant, oui. Ouais. Et alors, quels sont les différents dossiers que vous avez ouverts dans le cadre de ce livre? Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai voulu recenser. Je l'avais fait de manière fugace sur des notes, puis après sur ordinateur.
j'ai voulu recenser tous les endroits de France qui, à ma connaissance, étaient réputés hantés et puis surtout visitables un peu par tout le monde, parce que une maison particulière hantée, si on peut pas y rentrer pour vérifier le phénomène, ça ne présente pas un grand intérêt. Ouais. Et ce qui m'a décidé à faire cet ouvrage, c'est lorsque quelqu'un dans ma famille, comme je vous le disais au tout début de l'émission, il lui est arrivé le malheur de prendre sur la route une de ces autostoppeuses fantômes. Oui, il y en a une cinquantaine de cas en France, des endroits particuliers où apparaissent de ces femmes en blanc qu'on charge en véhicule, qui font du stop et qui, au bout de quelques kilomètres, disparaissent parfois dans des cris, des larmes ou de l'affolement de toute façon à l'approche d'un virage. Mystérieusement, virage où on s'est beaucoup tué et on a supposé que c'était là des fantômes de la route qui revenaient sur le lieu de leur mort. Lui, il en a pris une près de Limoges, qui est d'ailleurs une des plus importantes de celles des cas que j'ai eu à traiter dans les lieux de l'au-delà. Et comme c'était quelqu'un de crédible, cette personne de ma famille à qui ce phénomène est arrivé, c'était pas quelqu'un de parfaitement crédible, qui a eu d'ailleurs beaucoup de mal à se remettre par la suite. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose, c'était un témoignage intéressant qui prouve qu'il se passe peut-être des choses très très intéressantes sur les routes de France. Alors j'ai commencé à enquêter, en plus de mes histoires de fantômes d'ordre général, sur ces autostoppeuses fantômes. J'ai recueilli toutes sortes de témoignages, de coupures de journaux. J'ai commencé d'ailleurs par enquêter sur l'affaire de celle de Limoges. Ça se trouve près de Nexon, un petit village du Limousin, juste à côté de Limoges. Près de Nexon, hein, vous dites. Nexon. Ouais. Et je me suis aperçu que lui, ce qui lui était arrivé là, près d'un abribus, avec la disparition de sa passagère de la nuit, quelques kilomètres plus tard, c'était déjà arrivé à beaucoup de gens et c'est encore arrivé depuis, avec la même scène, la même sorte de fantôme de la route qui semble répéter plusieurs fois par an la même chose. Au point que la gendarmerie est très au courant de cette affaire-là, qui est une des, dans leur milieu, des plus connues de France, parce que les gendarmes sont amenés à enquêter sur ces phénomènes assez souvent. Et c'est un phénomène qui leur a permis de mettre au point un protocole pour traiter les gens qui sont un petit peu traumatisés par des visions d'autostoppeuses fantômes. À ce point-là, oui. Ça fait quand même bizarre quand quelqu'un disparaît de votre véhicule. Oui. Il y a de quoi se poser des questions. Ils ont mis au point un système de protocole et ce phénomène Nexon, Limoges, est un des plus connus parce que ça arrive encore. Et c'est par les gendarmeries que j'ai pu... Vous voyez, j'ai pas voulu faire les choses à moitié. J'ai réussi à me faire accréditer par le CIRPA, service de renseignement de l'armée de terre, pour pouvoir enquêter auprès des gendarmeries. Parce que sinon, vous téléphonez une gendarmerie. Quand j'avais un témoignage, j'ai toujours voulu le vérifier. Un témoignage d'autostoppeuse fantôme. Donc, si j'avais pas été accrédité, j'aurais un mal fou à passer auprès des gendarmeries. Accrédité, c'était pas pareil. Et là, j'ai appris des choses fabuleuses. J'ai pu vérifier le cas de l'autostoppeuse de Limoges. J'ai pu m'apercevoir que d'autres cas qui étaient réputés en France étaient faux, n'existaient pas, c'est-à-dire que c'était de la pure invention. D'accord. J'en ai donc éliminé comme ça une bonne dizaine qui ne figurent pas dans mon ouvrage, ou qui figurent pour le titre d'exemple de ce qu'est un beau canular. Et m'est arrivé aussi des choses étranges en téléphonant à une gendarmerie, de tomber sur un officier, parce que vous avez toujours l'officier supérieur quand vous êtes accrédité, qui très aimablement me dit non, celle-là, le cas que vous évoquez d'autostoppeuse fantôme, c'est bidon. On n'a jamais été sollicité par qui que ce soit qui ait pu la rencontrer. Par contre, il y en a un qui est pas connu, c'est à tel pont, à côté, alors je raconte cette histoire dans mon bouquin, où effectivement c'est 2-3 fois par an qu'une autostoppeuse est prise par une voiture et disparaît du véhicule. Et ils me disent, curieusement, les journaux ne se sont jamais intéressés à ce cas de ce pont-là en particulier, alors que nous, on est sollicité plusieurs fois par an et par des témoignages qui sont tout à fait concordants et de gens qui ne se connaissent pas entre eux. Mais dites-moi, pour cette autostoppeuse très particulière, est-ce que les gens dressent, comment dirais-je, un portrait robot physiquement? À quoi ressemble cette femme? Alors, les autostoppeuses fantômes, dans tous les cas, sont des gens très communs, c'est-à-dire qu'ils viendraient... Il est venu à l'idée de personnes qui avaient pris une de ces femmes en stop, d'avoir l'impression qu'il avait affaire à une morte. À aucun moment, même quand elle disparaissait de la voiture, parce que c'était quelqu'un en 3 dimensions, souvent vêtu de blanc. C'est pour ça qu'on parle aussi de dame blanche. Mais vous voyez ça, on parlait de dame blanche, il y a des apparitions de dame blanche en France, c'est un vieux fond folklorique peut-être réel dans notre pays, et il est curieux que les hantistes de la route, qui sont un petit peu des réminiscences de ces traditions de dames blanches, sont encore des êtres vêtus de blanc. Pourquoi, je ne saurais guère l'expliquer.
donc souvent des individus vêtus de blanc, mais il y a une autostoppeuse fantôme, un cas très particulier où c'est une petite vieille avec un cabas. Ah bon? C'est pas habillé en blanc du tout. Ouais. Il y a même un curé, enfin bon, mais le blanc revient souvent. Donc non, ce sont des gens tout à fait ordinaires qui entament même la conversation quand ils sont montés dans les véhicules, hein, de façon tout à fait ordinaire. Ils expliquent où ils habitent comme s'ils étaient vivants. Et ils semblent prendre conscience du fait qu'ils ne sont pas des vivants au moment où ils arrivent sur les lieux, s'affolent près d'un virage où peut-être ils ont autrefois de leur vivant trouvé la mort. Ouais. Oui. Et justement, les gendarmes ou vous n'avez pas cherché à savoir quand avait débuté, par exemple, pour ce phénomène qui se déroule à Nexon à Limoges, quand a débuté ces phénomènes d'apparition d'autostoppeuses pour peut-être trouver l'origine? Oh non, dans certains cas, ça a pu être identifié. Il y a sur une cinquantaine de cas que je cite, disons, il y en a une vingtaine qui sont de ce type-là, où on a pu découvrir que ça commençait à telle époque, dans les années 60, 70, 80, après un accident très très particulier, ayant causé la mort d'une personne, souvent une femme. Je ne sais pas s'il y a une égalité devant la mort, mais ce sont souvent des femmes qui réapparaissent dans ces conditions-là. Après qu'une femme soit morte, et une femme tout à fait semblable à l'image de ce que voient les témoins par la suite quand ils croisent ce fantôme. Et ça s'est reconnu comme tel. Bon, alors maintenant, vous voyez, c'est très curieux parce que ces gens sont vécus comme à leur époque, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, ils sont souvent ces hantises proviennent d'accidents de voiture des années 50-60, et ils ont encore les costumes des années 50-60. Dans le cas de Limoges, la personne que je connais très bien qui avait pris malheureusement pris ce fantôme, malheureusement pour lui, fait état d'une jeune fille qui est plus vraiment vêtue à la mode des années, ça se passe dans les années 70, elle est plutôt vêtue à la mode des années 50. D'accord. Avec une petite jupe droite, bon, mais vous savez, on est à la campagne, hein. Oui, et puis même, on fait pas trop attention, on est pas vêtu à la dernière mode, enfin, à cette époque-là, du moins. Oui. Donc, ça choquait pas, mais il y a une discordance entre les vêtements que portent ces gens qui semblent être ceux de l'époque de leur mort, et puis les vêtements à la mode. Ce cas que vous avez côtoyé de très très près, donc puisque c'est quelqu'un de votre famille, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il a eu du mal à s'en remettre. Psychologiquement, ça l'a vraiment choqué? Ça laisse une impression de malaise, hein, quand même. Ça laisse une impression de malaise, c'est-à-dire qu'il a dû quand même consulter un psy pendant quelques temps après. Hein, il comprenait pas, parce que ce que lui expliquait la gendarmerie, c'est que ce phénomène arrivait souvent et que c'était une personne qui s'était tuée autrefois. Et là, vous vous trouvez soudainement confronté à un rapport étroit avec la mort auquel vous n'étiez pas prêt à être confronté, et évidemment, ça vous posez des questions, parce que vous avez vu quelqu'un qui est en chair et en os, on vous explique qu'il est mort, qui a mystérieusement disparu sous vos yeux en quelques secondes, et il s'en est pas remis. Et moi, j'ai eu un peu la même impression, vous savez, m'est arrivé l'année dernière, vers Noël, de passer sur une route et de voir une dame en blanc sur le bas-côté, entre deux villages, mais alors vêtue d'une manière tout à fait particulière. Bien que enhardi par toutes ces histoires de fantômes, j'ai eu une impression de malaise, je me serais arrêté pour rien au monde. Ah oui. Ça laisse une... C'est très curieux à voir. Bon, je ne vous dis pas que je sois vraiment passé à côté d'une autostoppeuse fantôme, mais c'est quelque chose de très curieux. Alors j'ai vécu une appréhension qui m'a laissé imaginer celle qu'a vécu le membre de votre famille. Qui, eux, effectivement, ont assisté à la totalité de la scène. Très particulier. En tout cas, Didier Oudinot, merci de nous avoir emmenés comme ça sur ces sentiers aussi fascinants qu'étranges. D'abord des mystères du Trianon à Versailles, à Paris, et puis sur ces sentiers encore plus étranges de ces autostoppeurs ou autostoppeuses que certains d'entre nous peuvent croiser de temps en temps sur le bord des routes. En tout cas, bon, ils ne sont pas dangereux. Non, c'est-à-dire qu'ils semblent... Même plutôt éviter qu'ils soient là pour empêcher des accidents. Voilà. C'est d'ailleurs curieux, leur soin est de vous faire ralentir dans le virage en question. Vous voyez, ce sont pas des gens qui vous emportent dans la sale aventure qu'ils ont pu vivre autrefois, ce sont des préventifs. Mais en tout cas, c'est flippant, comme disent les jeunes. Quand même. Merci beaucoup, Didier Oudinot. Et c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis je vous rappelle les deux livres que je recommande à ceux et celles qui nous écoutent. Le premier, c'est Les lieux de l'au-delà aux éditions JMG, et le second, dont on a longuement parlé, Les mystères du Trianon, toujours aux éditions JMG.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je peux vous annoncer d'ailleurs que dans le cadre des aventuriers de l'étrange, pour la rentrée, car nous sommes avec toute mon équipe en train de préparer évidemment tous les sujets de cet été et de la rentrée. Nous avons déjà pas mal d'idées et pas mal de belles émissions que nous allons vous proposer. Je peux d'ores et déjà vous dire que nous réinviterons l'invité de ce soir qui nous a accompagnés, Didier Audineau, pour creuser un petit peu plus profondément ce dossier des autostoppeuses très particulières, de ces dames blanches, et notamment aller faire même peut-être un reportage du côté de Nexon, du côté de Limoges, pour savoir un petit peu plus en détail ce qui s'est passé et aller contacter la gendarmerie. Mais comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous allons vous donner les résultats de cette expérience de télépathie que nous vous avons proposée. Donc il y a un mois, nous vous avons, rappelez-vous, proposé cette expérience de télépathie au cœur de cette émission sur Sud Radio. Alors bien sûr, cette expérience n'a pas la prétention, loin de là, d'être une expérience scientifique, mais plutôt un exercice pour vous et pour nous de découvrir peut-être des capacités chez quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Pierre Macias, qui a été la cheville ouvrière de cette expérience, me rejoint pour nous donner les résultats. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Alors, je vous rappelle brièvement cet exercice. Vous qui nous écoutez, il y a eu 4 essais, Pierre. C'est ça, oui. À chaque demi-heure, je me suis concentré donc sur une image tirée au sort par un programme informatique. Et vous qui nous écoutez, vous avez essayé de capter justement la dite image. Alors, on va commencer à dérouler les résultats de cette expérience. D'abord, Pierre, ce qu'attend ceux et celles qui nous écoutent et qui ont participé à cette expérience, c'est quelles étaient ces 4 images. Et là, on peut le dévoiler évidemment maintenant. Alors, allons-y pour l'image numéro 1. Il s'agissait de quoi? Ok, alors pour le premier test, ouais. Donc on avait un choix de 5 images, parmi 5 images, et l'image que le PC, que l'ordinateur a tirée au hasard, ouais. C'était en fait un pont vu dans sa longueur. Oui. C'était le pont de Brooklyn. Voilà, qui traverse la baie d'Hudson, je crois. Voilà. Je dis peut-être des bêtises, qui traverse un bras de mer et qui arrive à New York, qui envoyait Manhattan et New York en fond, je crois. En fond, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était la première image, et le pont vu de haut, comme ça. Vu de haut et vu dans sa longueur. Voilà, c'est ça. Dans le sens des voies. Voilà, c'est ça. Et il y avait énormément de voitures, si je me souviens bien, sur ce pont d'ailleurs. Tout à fait, 4 ou 5 voies avec des voitures. D'accord, donc ça c'était la première image. Le premier test. Deuxième test, c'était quoi? Pour le deuxième test, alors c'était une tour blanche. Oui. Qui se distinguait bien sur un fond de ciel bleu. Oui, exact, oui. Bien droite, genre tour de Pise, mais droite. Voilà, oui, comme un immense phare ou une immense tour comme ça, droite, très blanche. Tout à fait. Très basique, d'ailleurs, comme image. Oui, très simple et très significative en fait. Oui, tout à fait. Troisième test, quelle était l'image? Le troisième test, c'était avec un deltaplane. Ah oui, exact, ça y est, je m'en souviens, oui. Alors on voyait une falaise sur la gauche, la mer sur la droite et le deltaplane. Qui frôlait la falaise comme ça, qui longeait la falaise et qui était en parallèle avec la falaise et la mer. Tout à fait. Belle image d'ailleurs, oui. Oui, très jolie. Et ensuite, la dernière. Plus ardue, la dernière, la quatrième. Oui. En fait, c'était des rayonnages de bibliothèque avec des livres tous identiques sur plusieurs rayonnages. Voilà, c'était très sobre, très un peu froid comme image d'ailleurs. Très froid, oui. Par rapport aux autres, c'était vraiment une ambiance complètement différente. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il faut bien rappeler que c'est le programme donc sur l'ordinateur qui tirait dans une banque de données d'images 5 images que je ne voyais pas. Ensuite, parmi ces 5 images, ce même programme tirait une image au sort. Voilà. Et c'est celle-là sur laquelle je me suis concentré à 4 reprises. Tout à fait. Alors, ensuite, donc le jugement des réponses, que les réponses aient été données par Internet
ou par courrier. Ouais. Avec des dessins, il y a des dessins. Il y a des gens on a eu qui beaucoup de dessins, oui. On a eu pas mal de dessins et très jolis, même en couleur. C'est vrai. C'est une bonne chose, ça. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer l'analyse? Alors, ce qu'on peut en tirer comme... Alors, sur l'analyse statistique est assez froide et elle était assez rigoureuse, assez, très hard, très inexpressive, je dirais. C'était un véritable challenge d'avoir un résultat statistiquement significatif, puisque sur les 4 essais qu'on a fait, il fallait avoir 3 bonnes réponses pour avoir un résultat statistiquement significatif. Et ce calcul statistique étant, pas un calcul rigoureux par manque d'échantillons. Donc c'était une approche de calcul. Oui, alors soyons clairs, c'est pas, encore une fois, on le répète, une expérience scientifique avec toute l'armada qu'il aurait fallu, avec des centaines et des centaines d'essais, etc. On est tout à fait d'accord. C'est vraiment un exercice auquel on s'est livré pour se faire plaisir, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Exactement. Et voir si on pouvait, je sais pas, tomber sur quelqu'un qui, comme ça, d'un coup, allait peut-être nous sortir quelque chose d'extraordinaire. Alors, disons-le tout de suite, il n'y a rien eu d'extraordinaire, mais en revanche... Il y a eu quelque choses étonnantes. Il y a eu quelques remarques quand même dans cette expérience sur Sud Radio. Qu'on peut mettre de côté dans l'idée de faire d'autres expériences. Tout à fait. Avec davantage de sujets, avec beaucoup plus d'essais. Mais donc on a regardé pour chaque essai le nombre de bonnes réponses qu'on a obtenues. Et il y a une disparité assez forte. Sur le premier essai qui on a eu une bonne réponse, qui était le pont, ce fameux pont, qui allait à New York. C'est pas une image qu'on pourrait dire austère, mais enfin, elle n'inspirait pas grand-chose. Assez sophistiqué, assez compliqué. Assez un peu compliqué par les voitures, la mer et tout ça. Puis pour me concentrer là-dessus, c'était pas mal. Alors en revanche, là où ça devient intéressant, c'est pour la deuxième image. Pour la tour blanche, on a eu 6 bonnes réponses. Et là, par rapport au nombre de réponses qu'on a reçues, c'est quand même un petit peu beaucoup. Enfin, on sent que c'est un petit peu beaucoup par rapport aux autres. Le test numéro 2, on a eu une seule bonne réponse. Et pour le test 4, on a eu aucune bonne réponse. Pour le test 3, vous voulez dire une seule bonne réponse. Oui, tout à fait. Et pour le test 4, 0 bonne réponse. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi justement les images, tout en rappelant bien que ça n'est pas des résultats scientifiquement exploitables, bien entendu, mais c'est juste une remarque qu'on peut faire. Parce que là, il y a un truc qui s'est passé qui est intéressant. Voilà, tout à fait. Sur cette image de la tour, pour les C2, 6 bonnes réponses. Cette image paraît vraiment significative. C'est-à-dire, elle est très simple, mais elle est très significative. C'est une tour qui s'élance vers le ciel, elle est blanche, elle se distingue bien sur le fond bleu. À contrario de l'image du pont, où il y a pas mal d'éléments, plusieurs éléments. Un petit peu à contrario du test 3, où il y a aussi plusieurs éléments. Il y a la falaise, la mer. Il y a la mer, il y a le deltaplane, etc. Voilà. Donc, et ces images ne sont pas... on va pas ne pas aimer ces images. Elles vont évoquer les vacances, ou elles vont évoquer la ville, mais on n'aura pas d'impression négative par rapport à ces images. Tandis que la 4, où on a eu zéro bonne réponse, c'est l'image de la bibliothèque. C'est froid. Là, c'est vraiment très froid. Très géométrique. Il y avait très impersonnel. Des bouquins tous les mêmes en plus. Voilà, tout à fait. Exactement la même couleur, les mêmes rayures sur les bouquins. Et donc, on peut faire la remarque, je pense, si on voulait faire d'autres expérimentations derrière, sur cette différence entre l'image de la tour qui est très significative. Basique, simple. Une tour blanche, ciel bleu derrière, point. Tout à fait. On peut même se souvenir d'un essai comme ça qui avait été fait dans une émission de télévision, où on avait demandé à une voyante de deviner ce qui était contenu, une photo qui était dans une enveloppe. Et en fait, si je me souviens bien, c'était l'image de la tour de la chaîne de télévision. Et ça avait un petit peu les mêmes caractéristiques. Une tour d'une couleur unie,
avec le logo de la chaîne de télévision et le fond derrière, le ciel bleu derrière. C'était à peu près le même genre d'image finalement. Oui. Donc on pourrait, si on veut faire d'autres expériences, et on va en faire, se dire que les images les plus simples finalement, les plus basiques, ont peut-être le plus de chances d'être transmises entre guillemets ou reçues. Exactement. En fait, c'est ce qu'on recherche dans ce genre d'expérimentation, c'est d'avoir un lot d'images qui sont entre elles aussi différentes que possible, mais aussi éventuellement, aussi basiques que possible, c'est-à-dire qui ne fassent apparaître qu'un nombre limité d'impressions. Oui, tout à fait. Et alors, en conclusion, ça ouvre les portes pour d'autres expériences finalement, parce que là c'était ce que tu appelles une expérience globale où il y avait possibilité de télépathie, de prémonition, de voyance, c'est ça? Voilà, tout à fait. Dans le cadre, avec le protocole qu'on a utilisé, finalement on ne peut pas réellement distinguer le phénomène de télépathie du phénomène de voyance, du phénomène de prémonition, mais donc, ce qu'on peut envisager dans le futur, c'est de monter un protocole qui permette de focaliser l'expérimentation sur l'un de ces trois phénomènes psy. En l'occurrence, ça pourrait être la voyance. D'accord. Donc, on va se remettre. Tu vas te remettre. Voilà. Je vais peut-être sélectionner d'autres images, aussi simples que possible. Je vais tenir compte un petit peu des remarques qu'on vient de faire et d'autres remarques que je me suis fait en regardant les dessins et les descriptions qui nous ont été envoyées. Et on peut monter une expérience de voyance sur cette base-là. D'accord, très bien. Alors, ce qu'on peut dire, sans dévoiler tout le programme qu'on est en train de concocter ensemble pour la rentrée, on peut dire que on est en train de préparer une expérience avec ceux et celles qui nous font l'amitié de nous écouter. Sur quel thème ? Alors soyons fous. Oui, allons-y, carrément, au taquet. On peut imaginer une expérience sur le thème de la psychokinèse. C'est-à-dire que par la force de l'esprit, par la force du mental, faire bouger un objet, c'est ça? La définition de la psychokinèse, c'est l'action de la pensée sur la matière. Alors que ce soit pour faire bouger un objet, pour le modifier, c'est simplement l'action de la pensée sur la matière. D'accord. Alors vous qui nous écoutez, vous pouvez commencer à prendre pas date parce que la date est fixée, mais on est encore en train de travailler avec Pierre sur la mise en place de cette expérience pour la rentrée. Vous allez pouvoir essayer à distance de faire bouger un objet. Ce sera en direct aux alentours du mois de septembre, octobre sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Pierre, merci. Merci aux auditeurs d'avoir participé à l'expérience. Très nombreux et c'était vraiment très très sympa. On vous donnera une page d'ailleurs internet une fois qu'elle sera finalisée. Tout à fait. Où vous allez pouvoir aller découvrir les résultats de l'expérience, les images. De toute manière, tous les participants à l'expérience recevront les résultats, auront connaissance des résultats d'une manière ou d'une autre. Très bien, merci Pierre. On vient de recevoir un SMS, je crois que c'est Jean-Philippe d'Agen qui nous envoie ce SMS pour parler d'une maison hantée, genre manoir abandonné, dit-il, depuis des années. Quand on y pénètre, on y est pris par un froid extrême qui vous oblige à en sortir. Et ce que je demande à Jean-Philippe d'Agen, c'est nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Jean-Philippe, si vous nous écoutez, vous allez sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange et vous nous laissez vos coordonnées avec en nous rappelant ce que vous nous avez dit sur votre SMS que vous venez d'envoyer, et ensuite on vous rappellera pour en discuter et voir éventuellement s'il y a quelque chose à faire, reportage, émission, autour de cette maison qui serait peut-être hantée. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedit, Les Aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene Regina Forse.
Merci encore pour votre fidélité. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses chaque samedi et dimanche soir à venir nous rejoindre sur ces sentiers étranges que nous explorons ensemble tous les week-ends sur Sud Radio. Je vous invite évidemment à venir nous rejoindre la semaine prochaine. Alors samedi, nous parlerons des apparitions. Nous ne serons pas loin d'ailleurs du thème de ce soir que nous avons traité avec Didier Audineau. Nous parlerons des apparitions au sens large et ensuite nous parlerons d'une apparition, de plusieurs apparitions en fait, mariales, c'est-à-dire la Vierge Marie, qui se sont déroulées dans les années 80 à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Nous recevrons un scientifique, Louis Bélanger en l'occurrence, qui a explorer ce dossier de manière très très pointue. Il sera donc avec nous samedi prochain dans les Aventuriers de l'étrange. Dimanche, nous parlerons avec Bertrand Meheust d'Alexis Didier, qui a été un voyant absolument prodigieux, qui a vécu dans la fin du 19e siècle, qui est mort à la fin du 19e siècle, qui a réalisé de véritables prodiges. Nous irons sur les traces d'Alexis Didier donc avec cet invité. Je vous rappelle que nous avons besoin de vos témoignages pour commencer à mettre en place des émissions pour la fin de l'été et début septembre. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous pensez avoir vécu quelque chose de particulier, d'étrange, de paranormal, vous ou dans votre maison. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous nous laissez votre message sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange, mais surtout n'oubliez pas de nous y laisser vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. Et si vous vivez des choses particulières qui sont quand même difficiles à vivre, nous essaierons de vous mettre en relation avec les meilleurs spécialistes du cas que vous vivez pour vous apporter des réponses. 0826 300 300, vos témoignages sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange. Merci à Grégory pour la réalisation de cette émission. Merci à Pierre Massias qui m'épaule régulièrement pour la construction de cette émission. Et puis merci également à l'équipe de France pour nous avoir fait vibrer comme ça pendant tout ce mondial. Rendez-vous pour d'autres aventures étranges la semaine prochaine. Bonne nuit.